Bonjour, moi je suis Fabien Dumont, je travaille chez Airbus Defence and Space et je suis responsable de la plateforme de réalité augmentée et réalité virtuelle. Il faut savoir que c'est un développement qu'on fait en interne. On a une équipe de globalement sur tout le groupe d'une cinquantaine de personnes. Et je suis aussi responsable du nouveau cluster d'innovation digitale qu'on appelle Immersive Technology, qui regroupe, en plus de la réalité augmentée, enfin de la mixed reality ou de l'extended reality, ça dépend de qui l'appelle, qui regroupe aussi le digital twin, les smart space et le metaverse. Hop. Et donc, bon, on a commencé. Alors, Airbus a commencé la mixed reality il y a beaucoup plus longtemps que ça, fin des années 90, avec plutôt des équipes de recherche. Et en fait, bon, je pense que vous êtes à peu près tous au courant. En 2015, il y a eu quand même eu un virage assez impressionnant sur ces technologies-là. L'annonce des HoloLens par Microsoft, l'annonce du HTC Vive et du Oculus Rift. Alors les annonces, des fois c'était un petit peu avant, mais c'est là que ça s'est vraiment concrétisé. Les premiers, ces deux casques de réalité virtuelle sont sortis l'année d'après. Et donc en fait, ça a créé vraiment une bascule assez impressionnante avec des technologies qui devenaient abordables. Avant, un casque de VR, ça coûtait 25 000 euros et ça faisait mal aux yeux. Bon, après, ça faisait toujours mal aux yeux, mais ça coûtait plus qu'entre 500 et 1000 euros. Et donc, en fait, nous, c'est là qu'on a créé ce que nous, on appelle l'holographique académique. Vous pouvez voir sur nos roll-up. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir savoir comment on allait pouvoir monter à l'échelle avec ces technologies-là. Avant, on avait des technologies qui ne permettaient pas de le faire. On arrivait à faire des choses, mais c'était très coûteux. Après, on a pu le faire. D'habitude, je vous explique un petit peu tout le process. Et en fait, là, je vais aller un peu plus loin, parce que j'ai modifié un peu ma présentation depuis quelques temps. Parce que nous, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que 2025 est un nouveau virage dans ces technologies-là. Alors, un coup trop. Alors, c'est pas mes images, hein, je les ai piquées de la WE de cette année. J'imagine que comme nous, beaucoup d'entre vous ont eu peur que 2024 et 2025 soient un gros coup d'arrêt suite à l'arrêt des HoloLens par Microsoft. Et en fait, ce qu'on ressent maintenant, c'est que en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a plutôt une accélération, de plus en plus de partenaires qui vont arriver. Google qui, on ne sait pas encore trop, mais qui a l'air de se lancer pour une fois sérieusement sur le sujet. C'est-à-dire que c'est pas leur première tentative, mais ça commence à. Là, on a l'impression que c'est sérieux, on verra bien. Et on a trois gros players qui sont Apple, Google et Meta sur le domaine, avec tout un tas d'autres concurrents qui vont soit sortir du Android XR, soit peut-être des nouveaux environnements qui vont arriver, avec des usages qui vont être un peu différents. C'est-à-dire que là où on pensait peut-être qu'avec le HoloLens, on allait pouvoir à peu près tout faire, là on se dit on va avoir différentes gammes de matériel, peut-être à mettre selon tous les cas d'usage. Et là où on voit vraiment une grosse différence, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu constater, c'est que là maintenant ça commence à prendre à l'échelle. Là où avant on parlait de quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'unités vendues, Meta a annoncé, alors on est d'accord que en termes de mixed reality c'est quand même assez léger, mais néanmoins Meta a annoncé plus de 2 millions de ventes sur les Meta Ray-Ban. On est plutôt près des 3 millions aujourd'hui. Et ça touche des gens, moi dans mon entourage, ça touche des gens que j'imaginais même pas qu'ils allaient pouvoir me parler de ça un jour. C'est des gens qui sont pas geeks, qui ont des métiers qui n'ont rien à voir avec la technologie. Et donc ça veut dire que demain, alors demain c'est peut-être un peu tôt, mais dans les 2-3 ans qui viennent, vous allez avoir des employés, vous allez avoir des clients qui vont venir avec ce genre de... Comme il y a 15 ans, les gens sont mis à venir avec leur smartphone au travail. Les gens vont venir avec ces devices au travail et donc du coup ils vont s'étonner de plus forcément avoir ces outils-là, de pas encore avoir ces outils-là pour leurs usages professionnels. Et pour nous c'est un vrai changement. Alors voir comment on va pouvoir le gérer parce que c'est vrai que ça va faire un gros changement de paradigme par rapport à plein de choses. Les capacités des lunettes sont pas les mêmes que ce qu'on espérait et tout ça.
Mais ça n'empêche que c'est quand même un gros virage qu'il va falloir prendre en compte. Et donc nous, dans notre stratégie, le but c'est d'être capable d'équiper, d'outiller, de supporter l'intégralité du cycle de vie des produits d'Airbus, donc de l'engineering jusqu'à la maintenance, en passant par le marketing, la production, le training et tout ça. Et donc on a développé une plateforme qui va faire le lien entre l'intégralité des systèmes Airbus et qui va faire une traduction, une sorte de repository où on va avoir les données formatées pour la Mixed Reality, pour l'Extended Reality, et derrière être utilisées pour tous les cas d'usage. Je ne vais pas détailler forcément tous les cas d'usage. Si vous voulez un peu plus d'infos, on peut en discuter ensemble après. Mais l'idée, c'est vraiment... Alors, on a des choses qui sont déjà en production depuis même 2019, d'autres qui vont bientôt l'être. Mais l'idée, c'est d'avancer un peu sur tous ces cas d'usage. Et notamment, plus récemment, il y a 2 ans, on a fait une petite démonstration, un petit teaser au Bourget. On est en train de développer le premier configurateur de cabine d'avion en mode complètement remote et holographique. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir, je vais faire vous allez voir dans la vidéo, ce sera plus simple. Bon, il n'y a pas trop de son, donc je vais parler à la place du bonhomme. Donc l'idée, ça récapitule un petit peu le fait qu'on fait beaucoup de choses, y compris pour le pilote training et tout ça en VR, dans les avions. Et là, la nouvelle chose, c'est comme aujourd'hui, vous êtes capable d'aller sur le site de votre constructeur de voiture préféré et de choisir la couleur et tout ça, les différentes options. En fait, maintenant, on va pouvoir le faire dans un avion avec une expérience immersive. Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir choisir la configuration de la cabine, combien de sièges vous voulez dans chaque classe, en première classe, en classe éco et tout ça. Et après, de pouvoir voir dans la cabine, soit avec directement dans la cabine, soit avec quelqu'un qui va être en remote, donc vous allez voir son avatar. Excusez-moi. Et vous allez pouvoir faire... Alors ça, c'était un teaser, donc les options qu'on a pu changer, c'était les couleurs de siège et une bouilloire qu'on a remplacée par une cafetière, ça va pas très loin. Il faut savoir que dans juste un A320, sur la gamme standard, on parle même pas des gammes étendues, il y a plus de 2000 options. Donc on a battu Audi, Porsche et Mercedes réunis. On a plus de 2000 options avec des trucs qui sont incompatibles entre eux ou qui sont... donc il y a une complexité qui est extrême derrière. Et voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et qui va sortir. Et pourquoi je vous ai montré cette vidéo, c'est que en fait, c'est ce qui nous amène vers le métaverse. On a commencé, comme vous avez vu tous les cas d'usage, on a commencé il y a 10 ans à travailler sur des cas d'usage qui sont des choses qui sont près de l'utilisateur, régler des problèmes directs, comment on peut accélérer le travail d'un tel. Et petit à petit, on a commencé à connecter les gens entre eux, à faire des choses. Et là, on a une technologie qui nous permet de connecter avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est un peu la route qu'on envisage vers le métaverse. Au début, on était sur régler des problèmes locaux, mono-utilisateurs, vers des choses multi-utilisateurs, connectés, multi-connectés, avec des environnements physiques ou pas. Et donc du coup, on sait que suite à ce que nos amis de chez Meta ont fait ces dernières années, le terme de métavers, c'est plus trop la mode en ce moment. Nous, on continue de l'employer. On est toujours un petit peu en retard. Hein. On continue à parler de mixed reality alors que tout le monde parle de extended reality. On continue à parler de métaverse alors que maintenant les gens disent que c'est digital twin. Pour nous, le digital twin, c'est une technologie qui fait partie du métaverse. C'est pas le métaverse. Donc notre définition du métaverse, en gros, c'est un ensemble de technologies qui va permettre de connecter des humains, des êtres humains, des agents digitaux, tout ça avec un système physique et depuis n'importe où, n'importe quand. Et en plus, c'est très important pour nous à Airbus, parce que historiquement, on est une société où on a des sites partout en Europe,
très très tendu et que les voyages nous coûtent très cher. Alors bon, c'est pas Airbus qui va dire qu'il faut faire moins de voyages parce que sinon on va perdre notre business model. Néanmoins, si on arrive à les rationaliser un petit peu, c'est quand même assez intéressant. Et c'est surtout que ça va créer un certain nombre d'opportunités qui est que, ok, quand vous voulez aller voir quelqu'un pour un workshop d'une demi-journée, d'une journée, 2 jours, vous faites le voyage. Quand c'est pour une réunion d'une demi-heure ou d'une heure, bah, vous allez faire un Teams et puis au final, vous allez peut-être passer à côté de la moitié des opportunités que vous aurez pu avoir si vous avez rencontré la personne en physique. Et, et ces technos de métaverse, avec des avatars qui sont de plus en plus réalistes, c'est des choses qui vont nous permettre vraiment d'avoir l'impression de rencontrer les gens pour de vrai, de voir leurs émotions quand ils parlent et tout ça. Et c'est très important dans une relation professionnelle. Enfin, pas que professionnelle, mais entre autres, ça l'est. Hop, est-ce que je peux aller aussi. Et donc, du coup, nous, dans le... alors, comme je disais, pour nous, c'est un ensemble de technologies. Alors, comment on construit notre métaverse? Bah, déjà, au milieu, bon, bah, on a un environnement physique. Donc, pour l'instant, j'ai mis un avion, mais l'idée, c'est d'élargir un bâtiment, un site, peut-être la compagnie en entier, peut-être même l'ensemble des partenaires qui travaillent autour de l'avion, c'est-à-dire les sous-traitants, les fournisseurs, les clients, à voir comment ça va évoluer. Et ensuite, un ensemble de technologies qui vont nous permettre d'interagir avec ce système. Donc d'un côté, tout ce qui va être interface utilisateur, donc bah, la Mixed Reality, forcément, si on veut pouvoir se connecter de manière un peu immersive à un environnement. Alors on peut le faire sur un PC forcément, mais aussi l'idée c'est si on veut pouvoir aller voir l'état d'une ligne d'assemblage qui se retrouve à l'autre bout de l'Europe, pouvoir s'y mettre en tant que, comment dire, s'y projeter, c'est quand même une bonne chose. Pouvoir des digital human, c'est-à-dire un avatar qui va vous représenter fidèlement, vous ou éventuellement un assistant virtuel. Et après, des moyens d'interaction qui vont être autre chose qu'avec une souris et un clavier, mais est-ce que vous ne pouvez pas discuter, parler normalement, indiquer ce que vous voulez faire et que le système va le comprendre et va l'exécuter pour vous. Surtout quand on le sait tous, commencer à taper du texte sur un clavier virtuel d'HoloLens, de Vision Pro ou que sais-je, bon, tout le monde l'a expérimenté et c'est pas forcément le truc qui est le plus marrant à faire. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est que c'est un environnement où vous allez vous allez gérer toutes les données. C'est-à-dire que si on parle de métaverse, il y a quand même un environnement virtuel qui est associé à ça. Donc forcément, le digital twin est compris là-dedans. Comment on synchronise toutes les données du système physique avec le digital twin. Aujourd'hui, chez Airbus, on est très fort pour faire un digital twin de avant comment le produit doit être le produit doit être fabriqué. C'est-à-dire qu'on a ça qui est fait. Et ensuite, bah, comment il vit après, on ne sait pas trop. Les évolutions qu'il va avoir ou les écarts qu'il peut y avoir par rapport au modèle de fabrication, c'est des choses qui ne sont pas gérées, qu'il va falloir apprendre aussi. Et après, il y a aussi l'environnement, c'est-à-dire que la chaîne d'assemblage, aujourd'hui, c'est quel avion qui est ici en train d'être produit ou à côté, ou quelle est la procédure qui est en train d'être faite à ce moment-là sur tel avion ou à tel endroit. C'est des choses qui ne sont pas encore complètement intégrées. Et pour ça, bah, forcément, il va falloir des technologies comme la computer vision ou pareil, l'intelligence artificielle qui va pouvoir traiter un certain nombre de données. Alors, il faut faire attention avec l'intelligence artificielle, je ne parle pas forcément des modèles qu'on a aujourd'hui, mais qu'on aura peut-être dans le futur, qui va nous permettre déjà de pré-traiter un certain nombre de données. Et enfin, il faut que tout ce système-là puisse renvoyer des feedbacks. Donc il y en a une partie des feedbacks qui va être renvoyée via les interfaces utilisateurs, mais une autre partie qui sera renvoyée via ce qu'on appelle nous les smart space. En gros, des espaces intelligents qui vont pouvoir vous prévenir. Alors, en gros, c'est de la domotique. Tout ce que vous pouvez faire chez vous en domotique, c'est déjà du smart space. Quelqu'un qui vous avez comment dire, vous savez que votre digital twin sait que vous avez votre livraison qui arrive. Bah, la porte s'ouvre automatiquement pour que quand le camion arrive pour la livraison. Enfin, nous, c'est des avions, c'est des belugas, mais c'est la même idée. D'avoir ce genre de choses. En gros, l'exemple que je prends qui n'est pas très productif, quand vous arrivez le matin, vous passez votre badge à la porte du parking et en fait le site, c'est que vous arrivez, il commence à faire couler votre café quand vous arrivez au bureau, vous n'avez plus qu'à prendre votre tasse et vous installer pour le déguster. Bon, on ne va pas gagner beaucoup en productivité, mais c'est quand même un exemple qui montre bien ce que peut être les smart space.
Et forcément, tout ça, ça va être articulé autour de la collaboration. Alors, j'ai mis user experience, c'est très important. C'est très important partout. C'est encore plus important quand vous faites de la collaboration. Il y a des choses qu'on sait faire en physique, naturellement. C'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un, vous évitez d'être à 1 centimètre de lui. Il y a toujours une distance en fonction du professionnel, du personnel et tout ça. On évite de marcher sur les pieds des gens ou des choses comme ça. Aujourd'hui, quand vous êtes en VR avec un avatar, vous n'avez pas forcément. Il faut arriver à reproduire ces effets-là parce que c'est pas forcément quelque chose que vous allez sentir. Il faut être capable, quand je parle de real-time networking, il faut être capable de retranscrire les expressions et tout ça quasiment en temps réel, sinon on perd. Et après, il y a tout ce qui est connectivité. Donc ça, c'est un peu, en gros, nous, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment il faut faire en sorte que tout ça marche ensemble pour arriver à construire un métaverse. Et, hop. Et on va dire enfin, je crois que c'est mon dernier slide, je crois. Ce qu'on s'est aperçu aussi, en faisant toutes ces études autour du métaverse, c'est que en fait, on était tous un petit peu des Monsieur Jourdain, qui faisaient de la prose sans le savoir. On fait tous un peu du métaverse sans le savoir, en fait. Comme je disais, nous, on a commencé à faire des expériences mono-utilisateurs pour résoudre des problèmes. Donc, typiquement, les aides à la production, les gens fabriquaient, ils avaient des problèmes de compréhension, maintenant on leur affiche en 3D. Et puis après, on a commencé à connecter les utilisateurs entre eux. Et là, on est plutôt sur la 3e phase, où en fait, on ne parle plus d'utilisateurs ni de multi-utilisateurs, on parle d'espace. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des espaces dans lesquels on va mettre des données, et les utilisateurs vont venir se connecter à ces espaces et consommer ces données-là. Et donc ces espaces-là, ils sont en fonction de l'utilisation, persistants ou non. Voilà. Et enfin, l'étape d'après, c'est d'avoir un environnement qui va connecter tous ces espaces entre eux, et vous permettre de sauter de l'un à l'autre sans changer de device, sans changer d'application. Enfin, peut-être que vous allez changer d'application, mais en tout cas, ça sera transparent pour vous. Voilà. Donc nous, en tout cas, chez Airbus, aujourd'hui, on est en train de travailler. On va dire que les 2 premières étapes sont à peu près remplies, avec des choses qui sont soit déjà en production, soit en cours de production d'ici la fin de l'année. Et on a des travaux qui sont en cours sur la 3e étape. Et voilà. Hop. Juste à temps pour les questions, je crois. S'il y a des questions, sinon je peux faire des claquettes. Bonjour, tout ça, ça se base sur la numérisation des environnements, des pièces, des installations. Comment vous gérez cette numérisation et la mise à jour des installations, enfin des numérisations par rapport aux évolutions dans le monde physique? Alors aujourd'hui, on travaille avec les parties de Facility Management chez nous. C'est pas des choses qu'on fait nous. Ça fait pas partie encore enfin encore. Je sais pas si ça le fera un jour. Ça fait pas partie de notre cœur de métier. Donc en fait, les parties Facility Management, ils ont déjà tous les plans de tous les sites d'Airbus en Revit avec leur version 3D. Et ils sont en train de travailler à des scans 3D pour les intégrer dedans de tous ces environnements-là. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits chez eux. Et nous, l'idée, c'est de récupérer ces données-là. On l'a déjà fait sur des travaux avec Airbus Hélicoptère, où on a le site de Marseille entièrement en 3D, dans le Digital Twin, et dans lequel on est capable de traquer des objets. Typiquement, toutes les caisses, il y a des capteurs dessus pour savoir où elles sont, parce que c'est un des problèmes qu'on a chez Airbus. On perd énormément de matériel. Alors quand je dis perdre, c'est pas vraiment perdre, hein, c'est quelque part chez Airbus, mais savoir où c'est, on a beaucoup de mal. On a des sites qui sont immenses. Et ça, maintenant, ça nous permet de traquer exactement où savoir où sont les objets. Et on a la 3D, on voit directement en 3D où c'est. Et après, l'étape d'après, aujourd'hui, les scans 3D, on s'en sert pas encore. Mais pour la mise en condition, c'est des choses qu'on va utiliser. Une question par rapport aux architectures. Vous utilisez la base Palantir comme pour les données d'exploitation ou c'est autre chose? Alors, il n'y a pas du tout de Palantir là-dessus. Comme je disais, la plateforme, elle est intégralement développée chez nous, en interne. La partie back-end, c'est de l'architecture microservice, principalement avec de l'ASP.NET. Enfin, c'est du développement de chez nous, quoi. Il n'y a pas de Palantir derrière. On a tout construit. Et puis après, le front-end, c'est dans Unity.
Ah, ça veut dire qu'il faut que je me taise maintenant. On peut prendre une dernière question si besoin. Et s'il n'y a pas de dernière question, vous pouvez retrouver Fabien sur le stand Airbus. Merci beaucoup. Merci à vous.